Notre invité est lui, Magola Kimayou. Il est journaliste et écrivain. Avec lui, nous allons parler de la Guinée-Conakry. Quel agenda pour la junte militaire? Lui, Magola, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Alors, plusieurs soldats mutins des forces spéciales guinéennes ont annoncé dimanche à la télévision nationale la dissolution de la constitution et du gouvernement dans ce qui s'apparente à un putsch. Mais le ministère de la Santé guinéen a déclaré que les forces de sécurité étaient en train de rétablir l'ordre. Tout va mieux en Guinée-Conakry. Non, je pense que ce serait mentir que de dire que tout va bien en Guinée. Ça fait plusieurs années maintenant que la Guinée se porte mal. Et là, on atteint juste un point d'apogée qui est celui du coup d'État par lequel les mutins, les forces spéciales ont décidé de déposer le président élu, Alpha Condé, pour prendre le pouvoir et régler tout ce qu'ils estiment être l'héritage soldé, l'héritage de Alpha Condé, dont ils estiment qu'il a eu une mauvaise gestion, dispendieuse, et puis que sur le plan des institutions également, beaucoup de coups de canif ont été donnés, notamment en ce qui concerne la Constitution, qui avait été modifiée pour permettre au président Alpha Condé de se présenter à un troisième mandat qu'il a gagné dès le premier tour, un coup KO. Alors, ce coup d'État contre Alpha Condé est-il prévisible? Il était peut-être prévisible, mais on ne pouvait pas prévoir précisément s'il aurait lieu, qu'il se déroulerait à la date à laquelle il s'est produit. Parce que si on le prévoit, on se prépare en conséquence et on évite que cela se produise. Mais j'ai l'impression que soit le président Alpha Condé a été surpris par l'événement, soit la garde qu'il avait autour de lui a été surprise ou alors elle a collaboré avec les forces spéciales pour faciliter son arrestation et son renversement. Alors, le climat politique ces derniers mois, même années en Guinée-Conakry, était un peu plus tendu. Oui, il était tendu parce que faut pas oublier dans quelles conditions le président Alpha Condé arrive au pouvoir. Quand il arrive au pouvoir, Sékou Touré, qui est le père de l'indépendance du pays, est mort depuis plusieurs années. Les militaires ont fait un coup d'État. Il y a eu un deuxième coup d'État qui a renversé Lansana Conté, puis Dadis Camara qui l'a renversé est lui-même remplacé par un autre militaire. Et c'est dans ces conditions-là que les élections qui permettent l'arrivée au pouvoir en 2010 de Alpha Condé sont organisées. Il est au terme du premier tour, derrière Cellou Dalein Diallo, avec environ 14% des suffrages exprimés, alors que Cellou Dalein a plus de 40% des suffrages exprimés, ce qui ne l'empêche pas de gagner au second tour, mais surtout, il est présenté comme celui qui va permettre à la Guinée de commencer l'année zéro de sa démocratisation, parce que c'était la première fois qu'un civil gagnait une élection depuis très longtemps pour présider aux destinées de ce pays-là. Malheureusement, celui qui était présenté comme un opposant exemplaire et porteur de beaucoup d'espoir est devenu la caricature de lui-même. Il a été obligé d'être... Enfin, les militaires ont dû le renverser pour l'empêcher de s'éterniser au pouvoir. Alors, le coup d'État était-il bon ou mauvais pour la démocratie qui était mise en mal déjà par un troisième mandat? Non, il n'y a pas de bon coup d'État. Je pense qu'il n'y a définitivement pas de bon coup d'État. Par principe, le pouvoir est au peuple. C'est le peuple qui vous le donne ou vous le retire à travers des élections. Quand il y a un coup d'État, c'est qu'il y a une anomalie. Et donc, il faut se pencher sur le problème et le régler. Je peux comprendre que l'on dise qu'il y avait un tel climat de tension qu'il fallait trouver un moyen de faire tomber le président ou d'obliger le président à aller à la table des négociations pour que les conditions de la vie politique changent. Mais un coup d'État ne peut être accepté par personne. D'ailleurs, tous les partenaires de la Guinée, que ce soit ses voisins, la CEDEAO, l'Union africaine ou même les partenaires internationaux, l'ONU, les partenaires bilatéraux, tout le monde a condamné ce coup d'État. Alors, justement, ces partenaires demandent le retour à l'ordre constitutionnel. Vous pensez que c'est possible? Je pense qu'il y a une position de principe qui est adoptée par les différents partenaires, c'est que comme il n'est pas permis d'accéder au pouvoir par le coup d'État, on doit par principe condamner déjà le coup d'État et condamner le fait que les gens qui sont arrivés au pouvoir par les armes l'exercent aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Donc ça, c'est la déclaration de principe. Mais cette déclaration de principe souffre souvent de la réelle politique. C'est qu'on a vu au Tchad qu'il y a eu un coup d'État et il ne s'est presque rien passé. Au Mali, il y a eu un coup d'État également, pour ne rester que dans les exemples les plus récents. Et malgré la vague de
de contestation et de condamnation qui s'en est suivi, les militaires ont gardé le pouvoir. Donc il n'y a pas de raison que ce qui s'est produit à 2 reprises ne se répète pas à la 3e reprise avec le coup d'État en Guinée. Alors, Louis Magloire, que sait-on du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya? L'on en sait très peu de choses. C'est depuis 2018 que l'on l'a découvert en Guinée lors du défilé militaire à l'occasion de la fête nationale de l'indépendance de Guinée. Il avait été rappelé au pays par le président Alpha Condé lui-même pour créer une unité spéciale, celle qu'il dirigeait jusqu'à ce coup d'État, et qui avait pour mission officiellement de lutter contre le terrorisme qui aujourd'hui gangrène le Sahel et pourrait s'étendre au pays de la côte à l'intérieur de la CEDEAO. Donc ça, c'était l'objectif officiel. C'est un ancien légionnaire, il a servi dans l'armée française, donc la Légion étrangère en France. C'était son dernier poste dans lequel il travaillait. Il a servi dans plusieurs pays, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, en Afghanistan même. Il a été sur plusieurs terrains d'opération. Il s'est formé dans plusieurs écoles quand même prestigieuse pour un militaire. Et donc, quand il est revenu, l'espoir pour le président, c'était qu'il lui permette de rendre les frontières de la Guinée étanches par rapport aux terroristes, qu'ils ne rentrent pas. Mais d'autres ont aussi dit qu'en dehors de cette mission officielle, il avait aussi la mission officieuse de casser les manifestations et d'empêcher que les manifestants politiques, les opposants politiques, puissent prendre la rue et amener la population avec eux pour manifester contre le régime de Alpha Condé. Et finalement, c'est lui qui a fait tomber le président Condé. Donc, quelque part, c'est un retour de boomerang, c'est d'un retour de boomerang que le président Alpha Condé a été victime. Cela veut dire que c'est l'un des bras droits de Alpha Condé qui le dépose. Cela signifie quoi? Ça signifie que c'est un homme de confiance d'abord, parce que sur le plan ethnique, je n'aime pas beaucoup la lecture ethnique de l'analyse politique, mais on doit le rappeler, puisque tout le monde le rappelle, il est originaire de Cancan, c'est donc un Malinké, comme le président Condé. Certains croient que c'est pour cette raison qu'il lui a fait confiance, plus qu'à toute autre personne, pour diriger cette unité d'élite. Il a travaillé, mais dès son arrivée, au sein même du rassemblement du peuple guinéen et au niveau du président Alpha Condé, il y a eu beaucoup de soupçons le concernant. Certains ont dit, vu les rapports que la Guinée entretient avec la France depuis le nom de Sékou Touré au général de Gaulle, certains ont estimé qu'il était un pion de la France qui n'hésiterait pas le moment venu à faire un coup d'État. Donc il avait été à un certain moment écarté, on l'a renvoyé vers la frontière avec la Sierra Leone pour qu'il n'ait pas un accès facile au président de la République. Puis certains disent même que ces derniers temps, il y a un mandat d'arrêt qui était en préparation, donc il devait être arrêté, et c'est donc pour anticiper cette arrestation que ces unités et lui ont décidé d'aller renverser le président Alpha Condé. Et donc, si on veut comprendre, il n'a pas agi pour finalement le peuple guinéen, mais il a agi pour lui Magloire. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas dans le secret du lieutenant-colonel non plus, mais beaucoup de choses se disent sur son compte, et je pense que au-delà de toutes les analyses qui peuvent être faites, il faut dire que le pays était entré dans un tel marasme que l'on voit les démons des années 60 et 70 qui se sont emparés de la plupart de nos pays au moment des indépendances, où les militaires estimaient que les politiciens sont en train de perdre du temps à leur population, qu'ils sont en train de distraire les populations par rapport aux objectifs de développement qui sont poursuivis, que eux, ils sont obligés, pour défendre ces intérêts-là, de renverser les politiciens et de prendre leur place afin de rester en phase avec la population. Donc il y a ce sentiment, il y a ce retour vers la case des coups d'État qui est en train de s'opérer, et il faudrait analyser ça avec beaucoup de finesse parce que ça commence à faire beaucoup. On a de plus en plus de coups d'État qui sont perpétrés sur le continent africain, et il ne s'agit pas seulement de condamner, il s'agit de comprendre pourquoi aujourd'hui on en est revenu à une logique de coups d'État qui sont condamnés sur le principe mais acceptés dans les faits, parce que certains se disent qu'il n'y avait pas d'autre issue que celle-là pour permettre l'alternance à la tête du pays. Vous avez dit sur le plan africain, mais on voit plus là en Afrique de l'Ouest. Pas qu'en Afrique de l'Ouest. Le Tchad n'est pas en Afrique de l'Ouest. Le Tchad est en Afrique centrale. C'est un pays sahélien, certes, mais on a vu un coup d'État. Le président a été tué.
Le président a été tué, ce n'était pas un coup d'État, c'est la manière de prendre le pouvoir qui a fait penser à un coup d'État et surtout à une succession dynastique. Mais je crois qu'aujourd'hui, en regardant de plus près, les risques de coup d'État sont très forts dans nos pays, qu'on soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Ils sont tellement forts qu'il faut analyser cela, non pas seulement sur le plan moral, pour condamner ou estimer que c'est la solution la moins mauvaise parmi toutes celles qui sont sur la table, mais pour comprendre pourquoi cette dynamique peut être ressuscitée aujourd'hui et fonctionner avec autant de facilité. Alors, ces derniers temps, les analystes disent également que les rapports entre le président Alpha Condé et certains de ses pairs en Afrique de l'Ouest sont tendus. Vous avez écho de cela ? Oui, d'ailleurs, quand la situation politique était tendue et que la CEDEAO a envoyé des émissaires, notamment les anciens présidents nigérians et quelques autres de ses pairs, ils étaient 4, à aller lui rendre visite. Il a mis beaucoup de temps à les recevoir et même quand il les a reçus, il leur a pratiquement remonté les bretelles parce qu'il n'était pas content de la manière dont tout cela se passait. Il avait l'impression qu'on venait lui imposer quelque chose en Guinée, c'est-à-dire d'éviter le 3e mandat, alors que dans d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, qui venait d'être dans la même situation, cela passait comme une lettre à la poste. Donc il y a cette situation qui a fait que les rapports entre le président Alpha Condé et ses pairs d'Afrique de l'Ouest n'étaient pas toujours au beau fixe. Et donc il n'a pas laissé grand-chose pour permettre une négociation avec son opposition. Il a affaibli et mis sous contrôle ses opposants, ce qui faisait que pratiquement il n'y avait aucune tête qui pouvait déborder. Et donc quand on a comprimé autant ces populations, ces forces politiques, la dynamique sociale, c'est par moments le coup d'État arrive dans des conditions qui ne sont peut-être pas souhaitées, qui ne sont pas du tout souhaitées, mais qui sont un moyen aussi d'échapper à cette pression politique, à cette compression subie par les différents acteurs qui estiment que leurs voix ne sont pas entendues. On a vu la jubilation de certains Guinéens, non seulement à Conakry, mais également à l'intérieur du pays. Cela veut dire que le pays est divisé. Le pays n'est pas divisé depuis seulement dimanche dernier. Le pays est divisé depuis cette idée que le président Alpha Condé a eue de changer la constitution pour permettre un 3e mandat qu'il a pu remporter dès le premier tour de l'élection présidentielle. Et je crois que quand on a autant de récriminations de la part des hommes politiques de l'opposition, ce qui est normal, mais aussi des syndicats. Et quand je parle de syndicats, il faut se rappeler quand même que la Guinée est un pays qui a eu une culture communiste très forte après les indépendances, quand il y a eu la rupture avec la France, vu que les rapports étaient très tendus avec la France et donc le reste des pays dits capitalistes, la Guinée a dû se tourner vers les pays de l'Est et cette culture du syndicalisme qui a été vécue pendant cette période-là continue aujourd'hui de porter dans la vie politique en Guinée. Et ce sont donc ces forces syndicales-là qui ont continué de porter la contestation quand les leaders politiques ne pouvaient plus le faire. Et donc, ils ont entretenu ce climat que vous décrivez, qui est un climat très difficile, de scission entre les différentes forces politiques du pays, mais de scission sociale même, tout simplement. Et on a vu sur quoi cela a débouché, c'est-à-dire ce coup d'État. Alors, si la junte refuse de respecter la communauté internationale entre griffes, elle est exposée à des sanctions. Vous pensez que la Guinée-Conakry a les moyens pour pouvoir supporter tout cela? La Guinée-Conakry a théoriquement les moyens, puisque son sous-sol reste quand même l'un des plus riches d'Afrique de l'Ouest. La Guinée a également les moyens parce que c'est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et que ces richesses-là ne vont pas disparaître d'un moment à l'autre. Et puis sur le plan humain, il y a quand même des hommes et des femmes très doués qui sont capables de porter la dynamique de ce pays, quel que soit le cas de figure. Les sanctions économiques, le Togo en a subi, d'autres pays sur le continent africain en ont subi. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de voir qui est véritablement victime de ces sanctions. Est-ce que ce sont les gens qui sont au pouvoir? Ils ont des moyens de contourner ces sanctions. Et puis de l'autre côté, ma conviction ferme est qu'il s'agit de condamnations de pure forme et que sur le plan de la géopolitique, des moyens seront trouvés pour continuer de garder le dialogue en permanence entre les différents partenaires de la Guinée et les autorités de fait qui sont au pouvoir aujourd'hui. L'avenir d'Alpha Condé, de Magloire Kemayou?
Je pense que s'il n'a pas été tué pendant la journée de dimanche, il ne sera pas tué demain. Je ne sais pas s'il sera libéré, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il ne pourra plus reprendre sa vie politique. Il a plus de 80 ans, son avenir, il a aujourd'hui son avenir derrière lui plutôt que devant lui. Donc je ne pense pas qu'il va reprendre un rôle de premier plan dans la vie politique en Guinée. Il est sorti par la petite porte. J'espère qu'au moins pour son intégrité physique et pour sa liberté, il retrouvera la liberté et surtout la capacité de se déplacer, que ce soit à l'intérieur de la Guinée ou ailleurs, et que son statut d'ancien chef d'État sera préservé également. Et quelle est la réaction des autres partis, surtout des partis de l'opposition, surtout le parti de Cellou Dalein Diallo, par exemple? Pour le moment, les partis politiques vont être discrets plutôt dans leur réaction parce que personne ne comprend concrètement ce qui s'est passé. Au sein du RPG, le Rassemblement du peuple guinéen, je ne sais pas si tout le monde est sur la même longueur d'onde pour condamner le coup d'État farouchement à la fois dans le privé et en public. Parce que n'oublions pas qu'il y a eu une réunion ce matin qui a été convoquée par la junte et à laquelle pratiquement toutes les autorités du pays sont venues, toutes les autorités qui ont gouverné le pays avec Alpha Condé sont venues. Donc cela montre aussi que quelque part, on avalise le coup d'État qui a eu lieu et on est prêt à travailler avec les autorités, les nouvelles autorités qui sont en place. Justement, donc, ces nouvelles autorités, quel doit être selon vous le meilleur agenda politique pour la junte? Il l'a lui-même tracé, cet agenda. La junte a tracé l'agenda en estimant qu'ils ne sont pas là pour s'éterniser au pouvoir. Ils sont là pour créer le cadre qui permettra de réparer toutes les erreurs qui ont été commises par le passé et éviter de retomber dans les mêmes travers que ceux qui les ont commises afin que le pays reparte du bon pied à partir du moment où ils auront fait le ménage sur tout ce qui a été fait jusqu'à présent pour permettre aux forces politiques de reprendre leur marche, les civils en l'occurrence, de reprendre la marche politique du pays là où elle s'est arrêtée ce dimanche. Donc espérons qu'ils disent vrai et qu'ils ne s'éterniseront pas au pouvoir comme l'ont fait certains militaires auparavant. Comme vous l'aviez dit, ce sont les éternels propos des militaires. Quand ils arrivent au pouvoir, vous pensez qu'ils vont respecter leurs paroles? Je pense qu'ils la respecteront. Je m'avance peut-être beaucoup en le disant, mais je pense qu'ils seront obligés de respecter leurs paroles parce que la règle aujourd'hui, c'est que quand on fait un coup d'État, on promet une transition de 18 mois et au terme des 18 mois, on quitte le pouvoir pour le céder aux civils qui reprendront le relais et continueront de gérer le pays jusqu'au prochain coup d'État. Donc je pense qu'ils seront obligés de suivre ce schéma qui a été le même dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest ces derniers temps, qu'il s'agisse du Mali, qu'il s'agisse de n'importe quel autre pays en Afrique de l'Ouest. Donc ils respecteront ce schéma et ils partiront le moment venu pour céder la place aux civils. C'est ma conviction. Quelle sera selon vous la marche de cette junte militaire vers l'intégration totale au niveau non seulement de la CEDEAO mais également de l'Union africaine, sans oublier l'ONU également qui a condamné cela? Je pense que on ne peut pas les marginaliser complètement. Je pense que la communauté internationale, et c'est vrai que c'est quelque chose de très abstrait, mais qu'il s'agisse des pays de la CEDEAO, qu'il s'agisse des pays qui sont membres de l'Union africaine ou de l'Organisation des Nations Unies, et même des partenaires bilatéraux, je pense qu'ils ne vont pas complètement rompre le dialogue avec les autorités qui sont en place en Guinée, parce que cela ne se fait pas en relations internationales. En revanche, ils vont créer des conditions telles que les nouvelles autorités seront obligées de céder des parts de leur pouvoir et même de le céder complètement au bout d'un certain temps. Mais ils ne partiront pas comme ça si on les isole complètement. Les pays qui sont isolés, par moment, ils arrivent à survivre. Vous prenez le Cuba, qui est isolé depuis plus de 50 ans aujourd'hui. Cela ne n'empêche pas d'exister. Et même par moment, dans la crise sanitaire que nous traversons, Cuba a pu se projeter en Italie, voire dans d'autres pays, pour les aider à juguler cette crise sanitaire. Vous prenez la Corée du Nord, elle est isolée également, mais elle arrive encore aujourd'hui à représenter une menace et à obliger certains leaders du monde, notamment Donald Trump, on l'a vu, à venir négocier avec elle. Donc je pense que la solution n'est pas dans la rupture totale. La solution est dans une rupture de principe
mais également dans une réelle politique par laquelle le dialogue va être en permanence maintenu avec les autorités afin que la pression qui est exercée soit accompagnée d'un dialogue constructif qui permettra au pays de sortir de cette phase difficile. Lui, Magloire Kemayou, on a l'impression qu'on retourne 30 ans en arrière en Afrique, et surtout dans certains pays. Pas qu'en Afrique, parce que rappelez-vous, lors de la dernière élection présidentielle aux États-Unis, le président sortant n'a pas immédiatement reconnu sa défaite. Il ne s'est même pas prononcé sur la victoire de son rival. Et donc cela a créé des conditions qui n'étaient pas très honorable pour la démocratie américaine. Nous sommes dans un cycle qui est très difficile pour la démocratie en général, et l'Afrique n'est pas en marge de cela malheureusement, mais chez nous cela se passe de façon encore plus difficile parce qu'au-delà du chantier du développement, il y a le chantier même simplement du bien-être des populations qui ont l'impression que par moment les leaders politiques se battent pour leur pouvoir en faisant fi des conditions difficiles dans lesquelles ces populations vivent. Et donc, c'est ce qui crée une espèce de défiance entre les uns et les autres et qui légitime par moment la démarche des militaires qui estiment que si les politiciens ne peuvent pas faire le job, eux, ils les renverseront et ils créeront les conditions pour que ce job soit bien fait. D'ailleurs, souvenez-vous, quand le lieutenant-colonel qui est aujourd'hui à la tête de la Guinée s'est exprimé, il n'a pas hésité à tracer un parallèle entre son coup d'État à lui et celui de Jerry John Rawlings au Ghana. Donc, quelque part, il se voit en sauveur de la nation à travers ce coup d'État. Vous pensez que l'Afrique doit revoir sa manière de définir la démocratie? Je pense que nous devons, après plus de 30 ans après le discours de La Baule, qui a imposé le processus d'ouverture démocratique et de multipartisme à nos pays, nous devons apprendre à gérer notre démocratie de façon endogène. On ne peut plus aujourd'hui vouloir apporter des modèles prêts à porter d'un pays vers un autre dans nos pays. Il est nécessaire aujourd'hui que la démocratie que nous voulons bâtir dans nos pays, qu'elle soit en phase avec les réalités culturelles et socio-économiques, socio-politiques de nos pays. Sinon, ça restera une greffe qui aura du mal à prendre et qui pourra peut-être être rejetée à un certain moment. Moi, je considère que les Africains sont suffisamment mûrs pour la démocratie, parce que nous n'avons pas besoin qu'on nous l'enseigne, qu'on n'a pas besoin qu'il en soit autrement, mais qu'aujourd'hui, il y a une nécessité pour l'Afrique de considérer que le développement, la démocratie et toutes les grandes valeurs pour lesquelles nous nous battons ne sont pas des valeurs uniquement occidentales, elles sont également africaines. Donc nous devons de façon endogène alimenter cela pour que cela prenne forme. Sinon, ça restera un corps étranger qui sera rejeté par nos sociétés, qui sera peut-être souhaité par d'autres, et finalement, on continuera de tourner autour du pot sans atteindre l'objectif qui est celui de l'épanouissement des populations et du développement de nos sociétés qui sont quand même appelées à être aussi rivales. Nous sommes dans un contexte de mondialisation où nous avons besoin de tout le monde pour réussir notre développement. Si nous ne le faisons pas, si nous nous fissurons et continuons de nous fissurer à travers les coups d'État, à travers le tribalisme, à travers tous ces maux qui gangrènent nos pays depuis plusieurs décennies, je crains malheureusement que la démocratie soit plus un problème qu'une solution aux pays africains qui ont aujourd'hui de nombreux défis à relever au-delà de celui de la politique. Lui, Magloire Kemayou, merci beaucoup à vous. Vous êtes journaliste et écrivain. On va donc marquer la pause pour le journal et on revient avec nos chers amis pour Regard Croisé.